Bonjour, je rends des livres numéro 43. Mardi dernier, j'avais un gros pull rouge. Aujourd'hui, j'ai un gros pull noir. Mais apparemment, ce sont les derniers jours de vraie fraîcheur. J'arrive en vélo un petit peu avant 7 heures à l'université, donc je continue de pas mal me couvrir quand même. Aujourd'hui, donc, eh bien, je vais vous parler de livres que je rends parce que je les ai empruntés. Ça va aller assez vite, je pense, parce que la plupart d'entre eux, c'est soit des livres que je connaissais déjà, que j'ai fait acheter, des livres que je connaissais déjà, que j'ai empruntés, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, ça va aller assez vite en fait. Il y a ce petit livre qui a connu un grand succès dans un très grand nombre de traductions, et notamment dans la traduction française, Chimamanda Ngozi Adichie, We Should All Be Feminists, qui présente, c'est un texte de 2014, je crois, voilà, qui a été traduit presque immédiatement en français. Alors ça fait une quarantaine de pages, hein, c'est vraiment ce qu'en anglais on appelle un pamphlet, c'est-à-dire pas un pamphlet mais un opuscule, hein, dans le terme anglais pamphlet, il n'y a pas nécessairement l'idée polémique, il y a un sens un petit peu plus, on va dire, neutre du mot pamphlet qui veut dire livre très court, quoi, qui peut se lire en une demi-heure ou en une heure. Et c'est le cas de ce livre de Adichie qui est très intéressant parce qu'en fait, d'abord, il est bref, il est synthétique, il est simple. Ça veut dire que des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire peuvent lire ça et se retrouvent avec une perspective de discussion sur la question du féminisme, mais aussi elle part d'un certain nombre d'exemples de discussions, de situations sociales au Nigeria. Donc ça veut dire aussi que ça répond, ou ça peut répondre en partie à un certain nombre d'objections que l'on entend encore, ou que l'on lit encore très souvent, sur le fait que le féminisme est un concept européen, qu'il ne peut pas y avoir de féminisme africain, etc. Donc ça on va dire c'est une pierre dans ce débat-là. Chimamanda Ngozi Adichie. Et puis j'avais emprunté aussi le script, puisque c'est un script du film de Marguerite Duras, Le Camion. En fait, il y a un autre livre de Marguerite Duras que je ne rends pas encore, c'est India Song, parce que je cherchais en fait des textes pour pouvoir faire des sujets de traductologie, hein, des comparaisons entre un texte et une traduction. Alors j'ai trouvé une traduction d'India Song qui est assez intéressante, mais je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment l'utiliser ou l'exploiter. Et c'est un peu pareil pour le camion, pour la simple et bonne raison qu'en fait la langue de Marguerite Duras, dans toute cette partie-là de son œuvre, à partir des années 70, c'est une langue extrêmement simple, avec des phrases très rudimentaires dans leur structure. Et donc ça ne pose pas réellement de problème de traduction par rapport en fait aux structures, par rapport au choix de vocabulaire. C'est plutôt une question de tonalité. Donc en un sens, pour travailler avec des licences troisième année en traductologie, c'est finalement trop compliqué. C'est trop simple, donc c'est trop compliqué. Donc je crois que voilà, je vais pas m'en servir. Ça a été l'occasion de reparcourir. En fait, je l'ai pas lu le texte du camion. J'avais essayé de regarder le film il y a fort longtemps. J'avais regardé le film, qui est le film dans lequel les deux acteurs principaux, voire uniques, sont Marguerite Duras et Gérard Depardieu. Et ça m'avait pas mal saoulé parce que je trouvais ça trop analytique, trop méta-cinématographique, trop poseur aussi. Bon, je sais pas. Est-ce que je changerai d'avis? Est-ce que j'aurais changé d'avis maintenant? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça se lit plus facilement que ça ne se regarde. Voilà, c'est méchant de dire ça, mais c'est un peu mon sentiment. Peu importe. Ce texte d'Atik Raimi que je n'avais pas acheté, donc bah, je l'ai emprunté. C'est l'occasion de ne pas toujours encombrer ces étagères. Alors, Raimi, c'est très bien, donc ça n'encombre pas les étagères, mais enfin, on ne peut pas toujours tout acheter. C'est l'avantage aussi des bibliothèques. Ce texte, L'invité du miroir, on voit qu'il est dans un format un peu inhabituel, hein, chez POL, comme quasiment, je crois, tous les textes de Raimi. Euh, en fait, c'est un carnet que Raimi a tenu pendant le tournage du film Notre-Dame du Nil au Rwanda, et donc c'est un film que vous avez peut-être vu, que moi j'ai vu. C'est adapté du roman de Scholastic Mukasonga que j'avais lu avant de voir le film. J'avais été un petit peu déçu par le film. Je trouve finalement que Raimi, il est très sage comme cinéaste, beaucoup plus sage que comme écrivain finalement, et le film est peut-être également plus sage que le livre, je ne sais pas. En tout cas, les carnets sont très intéressants, hein. On y trouve les dessins aussi, les croquis et les dessins réalisés par Raimi. Et ça commence un peu comme des carnets au sens un peu traditionnel, et ça finit par se transformer en une sorte de long poème en prose ou de long récit mythologique en vers, voilà, avec un peu de calligraphie aussi.
si vous ne connaissez pas Raimi, c'est pas forcément par ce texte-là qu'il faut commencer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup d'éléments qu'on apprécie sans doute quand on a vu le film, mais à coup sûr aussi quand on connaît un peu l'œuvre de Raimi. Et c'est assez beau. Il travaille à partir d'un certain nombre de contes et de mythes rwandais pour créer ses propres images, ses propres hallucinations. Et, euh, et c'est très beau, hein. Je lis un extrait, puis je vous montrerai l'illustration. C'est pas le terme approprié, mais peu importe, qui va avec. On se tait. Soudain, j'éprouve un vide en moi. Mes mots pâlissent, se taisent et se terrent. Incapable de relier mes sens à ce que je vois, à ce que j'entends, à ce que j'exhale, à ce que je touche, à ce que je goûte. Plus aucun adjectif, il ne me reste que des verbes, vides de chair et d'esprit. Et voilà la double page, avec donc ici un dessin que mon doigt cache, c'est pas bien. Voilà, est-ce qu'on voit mieux là, qui repose aussi sur un collage d'une photographie. Voilà, Atik Raimi, l'invité du miroir. On parle beaucoup de Nnedi Okorafor ces derniers temps. Tiens, et pour signaler d'ailleurs que dans la foulée de l'autre comic de Nnedi Okorafor que j'avais lu parce qu'un de mes étudiants me l'avait offert, eh bien ce même étudiant m'a prêté un autre comic Marvel écrit par Nnedi Okorafor que je vais lui rendre cette semaine. Oui, je rends des livres à la BU, mais je rends des livres aux gens qui me les prêtent aussi. Et celui-là, en fait, bah, je trouve est finalement plus séduisant à divers égards, plus riche, peut-être plus complexe aussi dans son imaginaire. Je prends juste un exemple du tout début, tiens. Au tout début, le personnage principal, hein, lit, je ne sais pas si on va le voir, il est en train de lire au moment où l'action va commencer, il est en train de lire l'autobiographie de Wole Soyinka, hein, You Must Set Forth at Dawn, que j'ai lu à sa sortie il y a pas loin de 15 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Peu importe. Oui, donc je parlais de Nnedi Okorafor. J'étais en train de parler de Nnedi Okorafor, puisque Black Panther Long Live the King, ce Marvel, a été écrit par Nnedi Okorafor. Et là, c'est le tome 2 de la trilogie Akata, hein, Akata Witch, Akata Warrior, et je ne sais plus quel est le troisième. Ça fait des années que je tourne un peu autour et j'ai enfin commencé à lire Akata Witch il y a quelques jours. Donc Akata Warrior, c'est la suite. Donc voilà, je ne vais pas avoir le temps de le lire avec l'exemplaire de la BU, donc je le rends. C'est des gros pavés quand même. Alors j'allais dire c'est écrit gros, pas tellement, hein. Akata Warrior, il est pas écrit si gros que ça. C'est des gros pavés. C'est classé un petit peu en young adult fiction. C'est censé être des romans pour adolescentes, mais c'est littérature jeunesse, enfin je ne sais pas comment il faut dire, peu importe, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, et encore moins de leur étiquetage, mais voilà, c'est quand même assez volumineux. Alors j'ai commencé à lire, j'ai à peu près lu la moitié de Akata Witch, je trouve ça un peu en dessous quand même de ce que, enfin, de Lagoon par exemple, je sais, je rabats toujours les oreilles de tout le monde avec Lagoon, mais pour moi ça continue d'être le livre fondamental et primordial d'Okorafor, cette veine dans laquelle j'aimerais qu'elle poursuive un peu, mais c'est vrai qu'elle travaille énormément aussi dans la Young Adult Fiction, dans les comics, et c'est un sillon qui est très important pour elle, qui est moins, enfin voilà, qui me plaît moins ou qui me séduit moins, mais peu importe. Euh, voilà, donc moi j'aurai l'occasion de parler de Akatawitch bientôt, mais dans Je range mon bureau. Tiens, par parenthèse, Je range mon bureau, j'en ai enregistré une hier, c'est la 85, et il y a à nouveau un tirage au sort avec un livre à gagner, je le signale, il suffit de commenter. Je termine avec le dernier livre, celui-là je l'ai lu en entier, c'est l'exception un peu, je ne l'avais pas emprunté pour vérifier quelque chose ou pour reparcourir, mais parce qu'on me l'a conseillé, c'est Louis, mon ami, mon ancien étudiant de M2 et désormais ami, Louis qui me l'a conseillé, hein. Louis, il a un double cursus en anglais et en philo. Et il m'a conseillé ce livre, Irving Yalom et Nietzsche a pleuré, traduit de l'anglais par Clément Beaude. Ça a été publié aux éditions Galahad en 2007. Le texte original est de 92, hein. C'est tout simplement When Nietzsche Wept. C'est pas exactement une traduction littérale, c'est pas quand Nietzsche a pleuré, c'est et Nietzsche a pleuré, peu importe. Alors c'était assez amusant que Louis me parle de ce livre parce que quelques semaines, il m'en a parlé en janvier, on a pris un café ensemble, et quelques semaines avant, à peine, juste avant Noël, j'avais discuté avec l'éditrice Emmanuelle Collas et elle m'avait parlé en fait d'Irving Yalom, que moi je connaissais pas du tout, honte à moi, qui était un peu un des fleurons de sa première maison d'édition, les éditions Galahad, désormais disparues.
Et donc, bah, c'était un peu l'occasion de regarder ça. Alors, c'est assez long, et moi j'ai trouvé ça trop long en fait. C'est un livre, je ne vais pas raconter l'histoire, mais c'est une sorte d'histoire parallèle de la naissance de la psychanalyse, on peut le dire comme ça, à partir d'une rencontre imaginaire entre Breuer et Nietzsche. Donc Breuer, le maître et le grand spécialiste des nerfs, grand médecin viennois, qui est notamment connu, enfin moi que je connaissais surtout pour avoir coécrit les études sur l'hystérie en 1895 avec Freud, Freud qui était son disciple, une sorte de disciple pour lui, qui s'est assez vite émancipé bien sûr, et en fait, voilà, il y a d'ailleurs le personnage de Sigmund Freud est présent dans le roman. Le point de départ, c'est donc cette rencontre imaginaire. Lou Andreas Salomé rencontre, sollicite, on va dire, Breuer pour qu'il soigne Nietzsche malgré lui. Et Nietzsche ne veut pas être soigné. Nietzsche a probablement des pulsions suicidaires, a des migraines atroces, etc. Et c'est donc à partir de ce point de départ que s'enclenche toute une relation qui devient une relation amicale et qui devient une relation d'entraide, puisque Breuer propose, pour piéger en quelque sorte Nietzsche et le forcer à se soigner, il lui propose une sorte de cure mutuelle, c'est-à-dire que il demande à Nietzsche de le soigner lui. Breuer fait état de ses problèmes, de sa crise de la quarantaine, comme on dirait maintenant, un certain nombre de problèmes de dépression en fait. Et il propose à Nietzsche de le soigner, il pense que seul Nietzsche peut le soigner. Voilà, alors j'ai trouvé tout le principe très intéressant, j'ai appris énormément. C'est un roman à travers lequel, évidemment, Hervé Nialom fait passer un certain nombre d'éléments d'histoire de la psychologie, d'histoire de la philosophie. Euh, Moi, je ne lis pas tant que ça d'essais, donc c'est pas tellement, et je lis très peu de biographies, donc ça n'est pas tellement que je préférerais lire un essai ou des essais sur ce sujet ou que je préférerais lire une biographie, parce que c'est un roman et ça ne joue pas du tout dans la même catégorie, mais je trouve que ça reste un petit peu toujours en deçà. Alors l'hypothèse fictionnelle est très séduisante, d'ailleurs Yalom s'en explique dans une postface en disant que par hasard, après avoir écrit le livre, il est tombé sur des archives où des archives sont apparues faisant état du fait que Breuer et Freud se seraient probablement rencontrés, donc confirmant un petit peu son intuition de romancier en quelque sorte ici. Hein. Mais voilà, donc c'est un roman, donc on ne peut pas le commenter autre chose que comme un roman. Mais justement, comme roman, je trouve que ça tire vraiment en longueur. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de dialogue. Hein. Ça devient une sorte de pièce de théâtre sous forme de roman. Et voilà, je trouve ça parfois un petit peu cousu de fil blanc. Enfin, j'ai trouvé très bien tout le début, j'ai trouvé très bien la fin, mais je trouve qu'il y a une sorte de ventre mou. Enfin, bon, sans doute qu'au moment, parce que moi je ne connaissais pas Erwin Yalom, mais c'est visiblement une célébrité, c'est un très grand psychologue et psychanalyste, psychiatre, pardon, voilà, c'est un très grand psychiatre de l'école de Palo Alto, philosophe, psychothérapeute et aussi romancier. Donc peut-être qu'au moment où il a écrit ce livre, il y avait déjà plus personne qui osait lui dire non mais là il faut raccourcir, parce que très honnêtement, voilà, je le dis et j'ai sans doute tort et c'est sans doute blasphématoire, mais tant pis, il n'y a pas de blasphème. Voilà, enfin, moi j'aurais été son aide-état, je lui aurais indiqué un certain nombre de passages où il fallait faire plus court, où il fallait aller à l'essentiel, il fallait couper un peu dans le gras, parce que là, il y a vraiment des passages qui sont pour moi trop longs et trop pesants. Mais c'est sans doute moi. Hein. De toute façon, dans ces vidéos, je fais état de mes lectures, de mes réactions subjectives. Je ne prétends pas atteindre à une vérité objective de quelque nature que ce soit. Je ne livre pas une analyse textuelle du livre. Donc voilà, je ne suis pas totalement dans mon rôle de- d'universitaire. Encore que même comme universitaire, j'en rabats de plus en plus de cette question de la valeur universelle, de la valeur objective, etc. Et je n'ai jamais beaucoup cru dans dans ces concepts-là, mais je travaille même de plus en plus à les déconstruire, y compris dans ma recherche. Peu importe. Voilà, c'était Je rends des livres. Bonne semaine.